On va terminer avec quelques minutes sur ce rat. Ce rat est celui auquel on attache la technique, alors il l'appelait le chromoluminarisme. C'est cette technique de divisionnisme et du petit point, on parle également de pointillisme. Traditionnellement, encore en France, on s'attache à penser que ce rat est avant tout un homme qui a donné la priorité à la forme. Les Américains, à travers des auteurs et des Anglais comme John House, comme T.J. Clark et comme Meyer Shapiro, eux défendent la thèse sociale. Je vais vous présenter les deux maintenant. Donc, quand l'artificialité de la forme rime avec l'artificialité de la vie bourgeoise. Devons-nous admettre définitivement que le traitement radicalement scientifique de la peinture de Seurat donne la priorité à la forme au détriment du sujet? Le narratif n'est-il qu'un prétexte à peindre? Alors, ses amis, en particulier Seurat, nous donnent des arguments en faveur d'une lecture strictement formaliste de sa peinture. Signac, son proche ami, en 1935, peu de temps avant de mourir, mais qui connaît déjà l'histoire de la peinture, veut faire, et on comprend pourquoi, de son ami mort prématurément à l'âge de 29 ans, à l'âge de 31 ans en 1891, il veut en faire un des grands précurseurs de la peinture formelle, moderniste, abstraite. Et on comprend pourquoi. Il connaît l'histoire, il veut l'inscrire dans cette histoire. Et il donne des arguments qui vont dans ce sens-là. Il dit d'abord, quand Seurat, en 1879, se rend à la 4e des impressionnistes, la chose qui l'intéresse le plus, c'est damner le pion. On est dans une course de l'avant-garde, il s'agit de damner le pion aux impressionnistes et faire mieux qu'eux. C'est la raison pour laquelle il peint les mêmes sujets que les impressionnistes, mais il va améliorer leur technique. Et puis il dit aussi, il rapporte que Seurat aurait dit qu'il aurait aussi bien pu peindre le Serment des Horaces de David. On va revenir là-dessus en conclusion. Alors, le voilà, notre ami Seurat. C'était un homme extrêmement taciturne, au point que quelques jours avant qu'il ne meure, on ne sait pas exactement de quoi il est mort, d'une pneumonie ou d'une autre maladie extrêmement rapide et violente, dont meurt d'ailleurs son bébé 2 semaines après lui, ses amis et sa famille découvrent qu'il était marié et avait un enfant. Il est tellement strict et tellement organisé que Degas, qui a toujours le bon mot, parlait du notaire à propos de Seurat. Seurat, en 1877, entre aux Beaux-Arts. C'est un extraordinaire dessinateur dont voici un exemple. Il est l'élève de Lehmann, lui-même élève d'Ingres. On est dans la filée des grands dans la lignée des grands académiciens. Il sait parfaitement dessiner. Et à mon avis, si vous pensez à ce que je vous disais tout à l'heure, la primauté du dessin sur la peinture, eh bien, il va donner le raffinement intellectuel du dessin à sa peinture. Alors, en 1883, il va réussir à placer un tableau au salon. Le salon est moins strict et c'est une période où il émule les travaux des impressionnistes. Vous voyez ici un Seurat très impressionniste qui manie ce qu'on appelle le croisillon en peinture. Il travaille aussi la hachure fréquemment. En 1883, il peint ce tableau et en 1884, il présente non pas au salon parce que ce tableau est refusé, mais à un salon qui s'appelle le Salon des Indépendants. C'est la première des indépendants. C'est 400 artistes qui vont travailler ensemble pour échapper à la dictature des jurys et qui vont enfin pouvoir s'organiser un gigantesque salon à eux. C'est ce qu'on appelle donc le Salon des Indépendants, où il va rencontrer un certain Maximilien Luce, qui est un anarchiste, où il va rencontrer son ami Signac, qui est également un anarchiste, et d'autres peintres. C'est une période où il va copier, en 1881, Puvis-de-Chavannes. Voici Le pauvre pêcheur de 1881, et voici la même année Le paysage avec le pauvre pêcheur de Puvis-de-Chavannes. Il a une passion pour ce peintre, on va voir dans un instant pourquoi.
Si vous regardez de plus près la colonie grecque, vous sentez chez Puvis une immobilité, un manque de mouvement évident parce que très souvent ces personnages sont figés. Ils sont si classiques que parfois on a l'impression d'avoir des statues. Vous verrez ça dans un instant. Pour le moment, regardez la position de ce personnage assis et ses bras et cet enfant couché. On les retrouve ici couchés et le personnage assis avec les bras autour. Mais il y a plus. Regardez la couleur, ce marbre blanc laiteux que vous avez ici avec un contour net. Eh bien, il est certainement lui aussi inspiré par les figures de Puvis de Chavannes, ces statues dont je vous parlais en guise de figures peintes. Et puis, il y a encore un autre élément. Dans cette blancheur et dans ce contour très net, il y a quelque chose de ce qu'on appelle la peinture al fresco, qui a donné en français le nom de fresque, qui est cette technique italienne, en particulier pratiquée par Piero della Francesca, dans ces deux fresques, la vision de Constantin et la résurrection. On travaille la fresque de manière très rapide sur une couche humide de chaux sur laquelle on va verser des pigments qui vont sécher dans la journée. Donc on appelle chaque journée de travail une journée, une giordana. Vous avez des contours qui sont très nets avec une blancheur qui vient souvent du fond à la chaux. On retrouve ces caractéristiques dans cette peinture. Autre détail, vous avez comme un halo de lumière qui se trouve ici et qu'on voit parfaitement sur le croqueton. Il y a des dizaines et des dizaines de croquetons antérieurs à son tableau final. Alors je dirais que ces techniques classiques, qui renvoient également au statuaire grec, élèvent la dignité de ces personnages qui sont des ouvriers représentés. Ils permettent de donner une certaine dignité et de créer une déification, surtout avec ce halo de lumière de ces personnages qui deviennent des héros ou des athlètes modernes. On peut aussi penser qu'il s'agirait d'une Arcadie populaire, d'une sorte d'utopie d'un monde équilibré et juste pour les ouvriers, avec en arrière-fond une frise qui semble si parfaite qu'elle semble sortie d'une peinture de la Renaissance, avec certes un peu de fumée, mais si peu, presque verte et qui renvoie au vert de ces arbres. En d'autres termes, peut-être que cette glorification formelle sert un discours social en faveur des ouvriers. Mais je me dois rapidement, toutefois, de balancer ce discours. Vous voyez des hommes et seulement des hommes ici, ce qui signifie qu'ils ont pris leur lundi, ce qu'on appelait le Saint-Lundi. Le Saint-Lundi était un jour qui n'était guère préconisé par l'Académie des sciences morales ou politiques parce que, disait-elle, elle recommandait aux hommes de prendre leur jour de congé le dimanche parce qu'en famille, ils feraient moins preuve d'ivrognerie. Et ici, vous avez une scène qui est certainement peinte par Jourdain et qui est acceptée au Salon en 1878 dans une de ces baraques que l'on trouvait sur l'île de la Jatte. Donc on se trouve être le lundi. Puis un autre élément qui me gêne dans ce tableau, c'est ce dos qui n'était pas aussi géométrique dans les dessins préparatoires. Et on pensait à l'époque que ce qu'on appelait la syphilis de catégorie 1, qui était héritée de parents syphilitiques, en particulier de mères syphilitiques, pouvait produire des dos déformés. Ce qui signifiait à l'époque qu'on avait une mère de petite vertu et qu'elle avait transmis ses gènes de dégénérescence à ses jeunes enfants. Donc vous voyez que le discours est balancé d'une part une Arcadie populaire, une idéalisation de la figure du prolétaire à Paris et de l'autre côté un renvoi à la condition peut-être d'ivrogne et de malade et de décadent. On va maintenant mettre en face un autre tableau qui s'appelle Un dimanche après-midi à la Grande Jatte, qui est un monument dans la peinture moderne, qui est le premier très grand tableau à être produit avec cette technique du pointilliste et ce qu'on appelle aussi du divisionnisme. Alors avant de vous parler de la technique, j'aimerais vous expliquer ce qui s'est passé. Ce tableau date de 1886, il est présenté en 1886 à la dernière des impressionnistes, à la dernière exposition des impressionnistes en 1886. Alors il semblerait que
Pissarro ait poussé ce tableau pour être présent, ce qui a rendu furieux Renoir, Monet et Sisley qui refusent de participer à l'exposition. Et c'est la dernière des impressionnistes. Il le signe en 1886. Or, on sait qu'il a commencé ce tableau en 1884, ce qui nous fait penser que c'était un pendant de cet autre tableau. Au centimètre près, à 1 centimètre près, ils font exactement la même taille. Et puis là, je vous montre qu'on est sur une des berges de la Seine et que juste en face, vous avez l'île de la Jatte, c'est-à-dire cette île de la Jatte. Vous retrouvez d'ailleurs ce bateau ici, à cet endroit-là, et vous retrouvez les avirons ici. Autre élément qui correspond, vous voyez cette ligne blanche que l'on retrouve là. Et il est possible que cet enfant, j'oubliais tout à l'heure, pauvre condition, s'il est en train de boire les eaux de la Seine, vous savez ce qu'il est en train de boire, à moins qu'il soit en train de siffler le chien ici est éveillé et regarde peut-être celui-là. On peut considérer effectivement que ce soit des pendants. Et pourtant, vous allez me dire, la technique est radicalement différente. Oui et non. En fait, en 1884, il commence à peindre la Grande Jatte avec la technique du tableau de gauche. Sauf qu'il aspirait à présenter son tableau en 1885 à la deuxième des indépendants, au deuxième salon des indépendants, qui n'a pas eu lieu. Ce qui fait qu'il a eu 1 an de plus sur ce tableau. Et c'est là qu'il développe sa technique du petit point et qu'on a un tableau entièrement peint par des petits points ici. Et d'ailleurs, il en a rajouté quelques-uns sur la gauche également pour un peu plus de confusion. En 1884, aux indépendants, il rencontre un certain Signac dont je vous ai parlé. Ils se passionnent l'un et l'autre pour les techniques de peinture. Et en particulier, on pense que c'est Signac qui lui a parlé d'une technique de point, mais c'est Seurat qui va véritablement développer la science de la peinture. Et cette science de la peinture, il va la trouver chez 2 hommes. Le premier est Blanc, qui a écrit la grammaire des arts du dessin, manque de peau, il est mort en 82. Ça ne va pas marcher. Il y en a un autre qui est encore vivant, qui s'appelle Chevreul, qui est le chimiste spécialiste en optique et en couleur. Le problème, c'est qu'il est né en 1787. Ça veut dire qu'il a presque 100 ans. Donc, il ne doit plus avoir les idées très claires. Alors, il va s'enfermer pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, il va étudier, en particulier, de la loi du contraste simultané des couleurs, publiée en 1839, dont on connaît, en tout cas la plupart des artistes, travaillent avec le cercle chromatique. Ce Chevreul, lui, a développé une théorie qui est la théorie des couleurs primaires, secondaires et complémentaires, qui dit la chose suivante. Alors, petit rappel avant, Chevreul, c'était un chimiste qui va diriger, qui va être le directeur des manufactures des Gobelins. La manufacture des Gobelins, c'est des tapis. Et il va discuter avec les employés de la maison en raison des problèmes de couleurs. On choisit un bleu magnifique, on le met sur le tapis, tout d'un coup on est déçu, c'est plus le bon bleu. Qu'est-ce qui se passe? Il s'aperçoit de l'interaction d'une couleur sur une autre. Alors, brièvement dit, vous avez des couleurs sombres qui, lorsqu'elles sont à côté des couleurs sombres à côté de couleurs lumineuses, eh bien la lumineuse devient plus lumineuse et la sombre plus sombre. Quand on met une couleur, des 2 couleurs complémentaires qui se juxtaposent, elles s'illuminent mutuellement, alors que quand vous les mixez, elles sont plus sombres. De la même manière, une couleur à côté d'une autre va toujours pousser sa complémentaire sur l'autre. Si vous regardez du rouge un certain temps, fermez les yeux, vous avez une mémoire rétinienne, c'est la couleur complémentaire qui restera sur votre rétine. En d'autres termes, les couleurs s'influencent les unes sur les autres. En cela, il avait complètement raison, mais il lui manquait un détail, c'était de confondre ce qu'on appelle la couleur matière avec la couleur lumière. Et ça, c'est un autre personnage qui s'appelle Eugen Root qui va le développer dans ses théories scientifiques de la couleur, publié en anglais en 1879 et déjà traduit en 81 en français. À mon avis, très rapidement, Seurat a mis la main sur ce livre où il apprend la chose suivante. Il existe une synthèse positive des couleurs, ce qu'on appelle l'additivité. Quand vous prenez du rouge, du bleu, du vert, leur spectre lumineux, plutôt que se soustraire les uns aux autres, s'ajoute et on peut ainsi obtenir le spectre complet, la lumière blanche. Inversement, et hélas le plus souvent, lorsque vous mélangez des peintures, c'est la négativité qui va jouer. Ce qui fait que quand vous mélangez vos couleurs sur la palette,
ce que faisaient encore les impressionnistes le plus souvent, même s'ils utilisaient le prisme solaire sur leur palette, eh bien, cette luminosité allait baisser. Or, ils recherchent la lumière avant tout, et c'est donc cette technique qu'il applique point par point. Alors, les points, ce n'est pas comme le bend dot point que va vous faire Liechtenstein dans la période du pop américain. Ce n'est pas le point systématique qu'on fait avec un pochoir. C'est un point qui fait au pinceau. Ils sont tous différents. Il y en a des plus grands, des plus petits. Et en plus, derrière, il a donné des grands coups de peinture sur sa toile. Toujours est-il qu'il va obtenir une artificialité et une luminosité extraordinaire en peinture. Alors, je vais vous parler d'artifice en peinture, c'est-à-dire de forme. Je vous parle du point placé l'un à côté de l'autre. Mais il existe d'autres formes d'artifice dans la forme. Vous voyez bien que chaque personnage est présenté de profil comme si on avait découpé un carton, ce qui est complètement artificiel. Vous imaginez vous promener sur l'île de la Jatte et trouver tout le monde fixé de profil. Ce n'est pas très réaliste. Et puis vous avez d'autres artifices. On sait que la Seine, à cet endroit-là, plutôt les berges de l'île de la Jatte, étaient toutes douce, elle descendait doucement vers la Seine. Or ici, il l'a rendue abrupte. Et à cet artifice répond un autre, l'arbre. Il n'avait aucune raison de le faire, sinon pour accentuer l'aspect artificiel de son tableau. Alors on peut se demander s'il n'a pas remonté les bords de berge ici pour qu'on puisse voir cette femme pêcheuse. Je doute qu'il y avait d'ailleurs beaucoup de femmes pêcheuses à l'époque. On va continuer sur la partie artificielle, donc des profils découpés artificiellement. Vous avez cette jupe, a-t-on vu jupon de cette forme? Elle a la forme d'un scribe. Là encore, c'est un artifice qui revient ici sous forme de triangle, si c'est la pointe d'une jupe ou d'un jupon, avec la pointe d'une ombrelle ici. Vous avez également cette arabesque formée par la cordelette qui retient le petit singe. Vous avez ici des bouffées blanches qui correspondent à la fumée de ce bourgeois ici. Et puis, dernière arabesque ici, le fil qui retient l'éventail. En d'autres termes, les artifices sont partout. La forme et la logique de la forme semblent gagner la bataille de la forme contre le sujet. Peut-on donc penser que le sujet n'était qu'un prétexte à la peinture, comme je vous le disais tout à l'heure? On s'approche de la conclusion. Je vous ai parlé du Sermon des Horaces. Il aurait pu tout aussi bien, nous raconte Signac, peindre le Sermon des Horaces. Sauf que le Sermon des Horaces a été peint en 1787, 2 ans avant la Révolution française, et qu'il représentait les tensions entre deux clans, les Horaces et les Curiaces, qui correspondaient aux tensions en France à la veille de la Révolution française. Pour les rois, contre le roi, rapidement résumé. Eh bien, peut-être qu'il s'agit effectivement des Horaces contre les Curiaces ici, c'est-à-dire une société prolétaire d'une part et les artifices d'une société bourgeoise d'autre part. On est ici un dimanche, les familles et non pas les ouvriers se retrouvent avec les enfants sur l'île de la Jatte, et donc on suppose que là aussi on avait un pendant le lundi et le dimanche. Eh bien, il a peut-être lui aussi à sa façon fait son lundi, son dimanche, sa classe ouvrière contre la classe bourgeoise, une classe bourgeoise qui s'adonne à des plaisirs légers. Vous avez ici une femme pêcheuse, peut-être est-elle une pêcheresse? Au lieu de pêcher le poisson, elle pêche le client. On appelait cette île l'île de Cythère, l'île de l'amour. Il y a un petit temple à l'entrée, encore aujourd'hui, de l'île de la Jatte, qui est dédié à Vénus. Vous avez cette femme ici qui se trouve entre un agioteur, peut-être, et non pas un ouvrier, mais un canotier avec son jersey rouge, trop proche pour être entre ces deux hommes qu'elle ne semble pas connaître. Et puis vous avez au premier plan le bourgeois et sa demi-mondaine accompagnés d'un singe qu'une véritable épouse ne pourrait promener sur l'île de la Jatte. Alors oui, peut-être s'agit-il d'un discours social que nous sert Seurat ici. Il a su lui aussi mettre en équation la forme avec le sujet en opposant les artifices de la vie bourgeoise à la grandeur de la vie ouvrière.
J'espère pendant cette présentation vous avoir montré à quel point cette époque est l'époque d'une révolution formelle, mais qu'on ne peut toujours la considérer et seulement la considérer comme les signes précurseurs d'une peinture abstraite, mais qu'elle avait aussi trouvé sa voie pour parler des changements sociaux sous Haussmann.